Chers téléspectateurs de Sunu Label TV, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir Pape Demba Thiam, qui est économiste consultant pour un entretien spécial. Monsieur Thiam, bonsoir. Bonsoir. Je serai en compagnie de ma consoeur Awali pour animer cette interview. Bonsoir Awa. Bonsoir Alioune, bonsoir Monsieur Thiam et bien bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Bonsoir. Alors Monsieur Thiam, je vais vous présenter à nos chers téléspectateurs, puisque vous avez un riche parcours quand même, donc il est bon de vous présenter à nos téléspectateurs. Vous avez obtenu une licence en économie en 1978 et une maîtrise en gestion financière en 1979 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous avez aussi obtenu un doctorat en 1991 en économie et développement, chaîne de valeur à l'université de Neuchâtel. Pape Demba Thiam, vous avez été chercheur et professeur assistant en développement économique à l'université Neuchâtel entre 1982 et 1988. Vous êtes également professeur en gestion financière en Suisse. En 1998, Pape Demba, vous avez occupé le poste de DG de Africa Trade and Economic Development. Puis, vous avez été directeur chez Zimmermann AG entre 1992 et 1993. Vous étiez aussi expert international à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures en Suisse, devenu secrétariat d'État à l'économie et expert international à l'Office suisse d'expansion commerciale entre 1992 et 1996 avant de rejoindre ACPEU Trade Développement pour occuper respectivement les postes de coordinateur et directeur jusqu'en 2001. Puis, vous étiez expert international pour les comptes de GIZ et UNIDO entre 2001 et 2002. Puis, entre 2002 et 2003, vous étiez administrateur principal à l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE et économiste principal au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest en charge des questions de compétitivité. Et depuis 2016, M. Thiam, vous êtes expert en développement industriel en Suisse. M. Thiam, comme je l'ai dit tantôt, vous avez un riche parcours. Ça veut simplement dire que je dois aller à la retraite pour de bon. Non, l'Afrique a encore besoin de vous. Alors, comme je l'ai dit, vous maîtrisez bien les questions économiques, notamment les chaînes de valeur dans l'industrie, et vous avez aussi occupé des postes de responsabilité dans beaucoup d'entreprises en Suisse et dans le monde, comme je l'ai évoqué tantôt. Docteur Pape Demba Thiam, en préparant cette émission, nous avons noté votre forte et régulière présence dans les réseaux sociaux. Les médias tant africains qu'occidentaux, pour ainsi dire, vous occupez le devant de la scène. Alors, qu'est-ce qui vous fait courir? Quelles sont, je peux dire, vos motivations? Bon, je ne sais pas si je peux dire courir parce que beaucoup de mes interviews de ces 2-3 dernières années, je les ai faites assis. Tout simplement parce que j'avais été victime d'un empoisonnement. Ah oui? Je crois que ce que j'ai écrit, comment j'éveille les consciences et comment j'attire l'attention de tous les gens sur ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour déranger tellement de monde, ce qui fait que malheureusement j'ai été victime d'un empoisonnement qui a fait que j'étais obligé de dire que peut-être que Dieu me prendra du jour au lendemain. Il faudrait que la masse de connaissances qu'il a investie en moi, je puisse partager ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur LinkedIn. Je suis l'un des derniers, je n'avais même pas un compte Twitter. Sur Facebook, et j'ai commencé à publier énormément jusqu'au jour où Dieu a décidé que j'avais assez publié pour me sortir l'antidote miracle qui m'a fait retrouver mes pieds. Et donc, ce qui me faisait courir, donc, c'est la libération de nos peuples par la connaissance, ce qui s'apparente aussi à de la subversion épistémologique, parce que c'est ce que aussi mon propre grand aïeul, Cheikh El Hadj Omar Cheikh Al Foutiyou Tall, avait comme doctrine, c'est-à-dire libérer les gens par la connaissance. Et si vous prenez pas loin aussi Cheikh Ahmadou Bamba, qui était aussi issu de la Tijania avant d'aller à Touba fonder le mouridisme, c'était aussi quelqu'un qui libérait nos populations par la connaissance. C'est pour ça que les Français l'ont déporté au Gabon, parce qu'ils ne voulaient absolument pas qu'il soit en présence des gens pour les éveiller. Donc moi, je crois que je m'inscris, sans l'avoir choisi, dans cette lignée de gens en qui Dieu a investi un pouvoir, le pouvoir de la connaissance,
qui ne lui appartient pas et qu'il doit libérer pour l'émancipation de son peuple. Une question indiscrète, qui voulait vous empoisonner? Je sais pas, je sais par qui c'est passé, mais je peux même pas le prouver parce que je l'ai pas vu mettre le poison dans ma nourriture dans le restaurant. Est-ce que vous dérangez? Ben, regardez vous-même. Tous les jours, je dis ce qu'il faut pas faire de l'Afrique, ce qu'il faut de l'Afrique, ce qu'il faut faire de nos pays. J'ai claqué la porte de la Banque mondiale en 2016 quand je me suis rendu compte que malgré les efforts que nous avons faits, on ne pouvait pas changer le système. Mais ces organisations, ils ont aussi leur paragon dans nos pays. Hein. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles, étant suisse de nationalité, ayant travaillé au gouvernement, j'ai préféré aller habiter la Suisse avec une protection juridique internationale pour garantir ma sécurité, au lieu d'être dans une république bananière, quelle qu'elle soit, pour me faire empoisonner et descendre par le premier venu. C'est quand même arrivé ici, même à Dakar, sur un restaurant de la Petite Corniche. Mais Dieu, qui est tout puissant et qui m'a toujours préparé à m'a sauvé. Et je suis même heureux qu'on m'ait attaqué parce qu'il y a plein de gens qu'on a attaqués et qui ont laissé la peau, et qui ont été virés. Et je remercie Dieu de m'avoir choisi comme cible pour arrêter les gens qui sont en train de fabriquer la pauvreté partout dans le monde. Et depuis lors, est-ce que vous preniez vos précautions? Ah, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Ce jour-là, d'ailleurs, si je n'avais pas pris toutes les précautions, je crois que je ne serais jamais rentré en Suisse. Donc, si ce n'est pas indiscret, c'était à quelle période cela? C'est quand même intriguant. Oh, c'est quoi? C'est juste un peu avant le Covid. D'accord. Et aujourd'hui, vous venez de loin, on va dire. Mais si vous avez vu, je m'amuse même à faire la cuisine pour montrer aux gens qu'aujourd'hui, je vais manger tout seul et je vais apprendre à faire la cuisine comme quand je faisais mon doctorat d'État. J'ai repris mes pas de salsa que je partage pour me rendre compte que c'est comme un aveugle qui avait ramassé un œil. J'ai retrouvé mes jambes. Finalement, c'est les voies du Seigneur qui sont impénétrables. Et je remercie Dieu de m'avoir choisi comme cible parce qu'il y a des gens, quand vous les choisissez comme cible, ça veut dire que vous êtes arrivé au point où vous devez arriver. Et Awa, c'est une bonne transition pour évoquer la deuxième question. Bien sûr, vous apparaissez comme un anti-institution, justement. C'est ainsi que régulièrement, vous clouez au pilori plusieurs institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale FMI, que vous qualifiez et assimilez à, je cite, des faiseurs de pauvreté, ramant ainsi à contre-courant des décideurs politiques. Pourquoi une telle posture pour l'ancien international de ces institutions? C'est intéressant comme question et je vais y répondre avec plaisir. Je n'étais pas un homme d'institution. Comme je dis, je suis un homme en mission. Depuis que je quittais le Sénégal, j'avais dit à ma mère que je quittais le pays alors que je pouvais travailler à la Banque centrale, mais je me suis justement rendu compte que la Banque centrale n'était pas une banque centrale. C'est une banque centrale qui n'a pas de politique économique, qui n'a pas de politique monétaire et qui doit son existence qu'à un traité. Or, ce qu'on m'a appris dans mes classes d'économie par les professeurs Moustapha Kassé, Makhtar Diouf et toute cette crème de l'intelligentsia sénégalaise, c'était que ce qu'on nous apprenait en matière d'économie, on devait pouvoir pratiquer ça sur le terrain. Politique de crédit, politique de monnaie, tout ça, on n'en faisait rien. On était là pour administrer un traité. Et ce qu'on m'avait appris, c'est qu'une monnaie doit être au service d'une économie. Par la théorie quantitative qui lie la monnaie à la production de biens et services, on n'en faisait rien. Ce qui fait que quand j'ai été à la Banque centrale, je crois pendant 1 an où j'étais en stage après la licence ou la maîtrise, je me suis rendu compte que les institutions dans lesquelles nous sommes en train de travailler sont des institutions où on peut faire des carrières, mais ce ne sont pas des institutions qui vont faire le développement. Ça, c'était un. C'est pour ça que j'ai foutu le camp en Belgique en 1979, avec l'idée de me dire qu'il faut que j'arrête avec les histoires d'économie, de finance, pour essayer d'inventer une nouvelle économie politique. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire de la recherche et en faisant même ma thèse de doctorat d'État, j'ai créé la théorie de développement des chaînes de valeur. C'est moi qui ai créé cette théorie-là. Et la société Atedis International, dont vous avez cité le nom, est une société que j'ai créée avec des fonds privés pour pouvoir appliquer mes stratégies, mes conceptions en matière de développement et développer 29 chaînes de valeur avec des produits qui sont référenciés dans les plus grands supermarchés pour montrer qu'on pouvait faire de l'industrie en Suisse, c'est-à-dire en Afrique, c'est-à-dire de la production de masse. Alors, avant cela, pour revenir aux institutions, j'étais l'assistant du professeur Jean-Pierre Guerne.
on avait fondé le centre de recherche sur le développement de l'université de Neuchâtel et nous avions invité le directeur général du Fonds monétaire international à l'époque, en 1986, il s'appelle toujours, je crois qu'il est vivant, Jacques de la Rosière. L'ajustement structurel avait démarré dans les années, d'abord en RDC, au Zaïre à l'époque, et ensuite ça a gagné des pays comme le Sénégal avec les plans Sakholum et tout ça là. Le fameux plan Sakholum. Voilà. et nous avons donc passé au crible les détails programmatiques et paradigmatiques de cet ajustement structurel qui allait aussi avec les programmes de stabilisation. Et nous avons démontré à notre hôte Jacques de la Rosière que l'Afrique, les programmes de stabilisation et d'ajustement structurel étaient de la fabrique de pauvreté. Et nos étudiants étaient tellement excités. Est-ce que vous pouvez expliquer ce mécanisme-là de création d'appauvrissement? Je vais y arriver, mais juste pour répondre d'abord à la question institutionnelle, je ne suis pas anti-institutionnel, je vais juste essayer d'expliquer pourquoi j'en suis arrivé à être un peu plus vocal par rapport à ça. Parce que lorsque nous avons expliqué, nos étudiants, qui étaient des étudiants très ardus, ont démontré que c'était des mauvaises politiques, j'ai vu le noble aristocrate Jacques de la Rosière s'énerver au point de dire à mes étudiants, si vous pensez que le Fonds monétaire mène une politique d'étranglement, allez vous faire étrangler ailleurs. Alors j'ai pris la parole en disant, Monsieur Jacques de la Rosière, merci d'avoir donné votre accord. Nous allons publier notre livre, Le développement de l'Afrique confronté au programme d'ajustement structurel. C'était en 1986. Et en 1987, quand nous avons observé ce qui se passait en Côte d'Ivoire avec le développement des cultures de traite et tout, nous avons publié Développement et crise en Côte d'Ivoire. Quand la boucle du cacao part de l'Est à l'Ouest et va fabriquer des guerres, et c'est arrivé. Oui. Alors, donc en 91, quand j'ai fondé avec certains de mes anciens professeurs la société Africa Trade and Economic Development Interface Service, pour montrer qu'on pouvait partir de la création de produits et marchés et industrialiser et développer toutes des filières et les transformer en chaîne d'approvisionnement et en chaîne de valeur, j'ai publié Stratégie d'interface, intégration économique et développement, où toute la première partie montrait en prenant l'exemple du Sénégal comment les politiques institutionnelles étaient arrivées à fabriquer la pauvreté. Pourquoi fabriquer la pauvreté? Parce que le sous-développement, ce n'est pas un État, ce ne sont pas des indicateurs de croissance, c'est des fadaises, ça c'est pour les derniers de classe. Le sous-développement est une affaire de structure de sous-développement. Vous avez des structures et des systèmes. C'est comme quand vous faites la cuisine. Quand vous voulez faire un plat, le riz au poisson, ou bien le bourroukhé, ou bien le mafé, vous avez des ingrédients et vous avez un logiciel dans la tête qui vous permet de combiner ces ingrédients, la puissance du feu, le volume de tomates, le volume de ceci, et vous mettez tout ça là pour sortir un plat. Mais donc, vous mettez en place un système qui est assis sur des structures. Toutes vos structures culinaires, c'est une infrastructure. Oui. Et vous combinez ça. Mais l'économie, c'est la même chose. Alors, si vous avez, par exemple, des structures qui ne peuvent mener qu'à un plafonnement d'activités productives, comme par exemple un pays comme le Sénégal, ou beaucoup de pays d'Afrique, où il est plus facile d'importer que de produire. C'est plus rentable. Oui. Si je vous disais aujourd'hui, j'ai 1 million à vous mettre entre les mains, et je vous dis, monsieur, dans quel secteur vous voulez investir? Dites-moi où est-ce que vous allez investir si ce n'est pas dans le bâtiment. Parce que pour pouvoir investir en temps... dans l'agriculture. Même dans l'agriculture. Si vous voulez aller aujourd'hui investir dans l'agriculture, qui c'est qui va vous permettre de vous offrir des plateformes de marché pour évacuer votre production? C'est ça qui nous manque. Qui c'est qui va vous aider à faire des irrigations ou amener l'électricité, amener l'eau? Mettre les infrastructures de base qui vous permettent d'avoir la connectivité au niveau des activités. Donc vous avez une structure, une situation de rupture, de transversalité au niveau des structures. Elles sont rompues partout. C'est comme cet immeuble où vous êtes. Si vous voulez distribuer de l'eau dans cet immeuble, vous allez pas seulement amener la pompe d'eau dehors. C'est pas seulement la SONES ou je ne sais pas comment ça s'appelle encore l'organisation, la structure qui vous amène l'eau. Sen'Eau. Vous devez avoir
toute une plomberie qui est agencée. Vous ne pouvez pas avoir des tuyaux qui sont de travers, vous devez avoir des agencements verticaux, horizontaux et tout, qui font que l'eau circule. Vous devez avoir suffisamment de pression pour pouvoir distribuer l'eau un peu partout. Alors, si vous n'avez pas ces structures-là, qu'est-ce qui va se passer? Si, par exemple, vos tuyaux ne sont même pas agencés à l'intérieur des murs, on va pomper l'eau, mais l'eau n'arrivera jamais au 6e étage, ça va se disperser dans les murs et ça va tout se faire s'écrouler. C'est cela les structures de sous-développement. On a fabriqué des structures de fabriques de pauvreté qui partent du piège de l'endettement. L'ajustement structurel, qu'est-ce qu'il a amené? Nos États se sont retrouvés dans des situations d'emprunter de l'argent à des institutions. Cet argent-là, ils ne pouvaient pas le rembourser comme ils voulaient. Et ces institutions leur ont dit, maintenant, si vous ne voulez pas crever, ne pas pouvoir payer vos militaires, vos policiers, vos fonctionnaires et faire tourner votre administration, vous devez faire tel type d'investissement et pas d'autre. Et la question de la dette, était au cœur des débats hier à l'Assemblée nationale. Certains députés l'ont même évoqué. Oui, bon, j'ai pas, à vous dire vrai, je n'aime pas perdre mon temps. J'ai appris à être patient en écoutant des politiciens africains, parce qu'avant, quand j'entendais dire des bêtises, je tournais. Puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je me rende compte de la nature et de la qualité des bêtises qui se disent pour pouvoir aussi analyser et répondre. Mais quand j'ai vu le cercle qu'il y avait là-bas, j'ai refusé même l'invitation d'une telle grande télévision de la passe qui me demandait de venir commenter le discours de politique générale. Je leur ai dit, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas envie d'entrer dans cette logique-là, parce que je n'ai pas envie de dire des choses qui font que des gens vont me tutoyer en me répondant à leur niveau, parce que je ne suis pas de ce niveau-là. Nous y reviendrons avec la nouvelle version du PSE, la dette et tout cela. Oui, mais je ne vais pas me prononcer là-dessus. D'accord, très bien. Mais si on vous comprend bien, donc les institutions de Bretton Woods approvissent le continent africain. Oui, mais écoutez, le problème c'est que moi je ne sais pas pourquoi les économistes africains n'ont jamais alerté les dirigeants ou les gens qu'ils conseillent là-dessus. C'est-à-dire que c'est même pas leur jeter la pierre. Moi je suis rentré dedans parce qu'ils m'ont invité à faire le changement dedans. Quand je suis allé à la Banque mondiale, c'est James Wolfenson, le président de la Banque mondiale, qui m'a trouvé à l'OCDE, parce que j'avais organisé ici même à Dakar, en avril 2003, la conférence internationale de l'OCDE sur les investissements et le commerce, alors que l'OCDE, c'est les 30 pays les plus riches du monde, les plus intelligents. Le Sénégal n'a rien à faire. Mais comme j'ai un passeport suisse et un passeport sénégalais, je suis venu, j'ai dit à mon secrétaire général, moi je vois l'avenir du monde en Afrique. Donc, il faut qu'on change la manière dont nous travaillons avec l'Afrique, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de travailler avec le gouvernement suisse, mais c'est pour les amener sur l'Afrique. Et donc, ma logique d'entrée chaque fois dans une institution, que ce soit dans le cadre Union européenne ACP, que ce soit avec le gouvernement suisse, que ce soit avec la Banque mondiale, c'était toujours tourné sur la manière de changer les choses à l'intérieur pour avoir un service gagnant-gagnant. Donc, j'ai entendu un type qu'on m'a envoyé tirer dans les pattes et que j'ai dû exploser sur un plateau de télévision, me dire, mais vous cachez dans la soupe parce que vous êtes allé à la Banque mondiale, vous critiquez. Je dis, monsieur, vous devez vous documenter sur moi. J'étais une entreprise, un entrepreneur qui avait fait de l'argent avant d'accepter à la banque pour changer les choses. Et j'étais le premier qui critiquait toujours les institutions, tout comme dans une famille, on se critique pour changer les choses. Donc, la question, elle est la suivante. Ces institutions-là, il faut d'abord que les gens commencent à apprendre pourquoi elles ont été créées. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des nations qui étaient vainqueurs de la Première Guerre mondiale avaient dit qu'il fallait, pour cesser de se faire la guerre, qu'ils aient tous un accès, un accès égal et équitable aux ressources dont elles ont besoin pour faire le développement. Ces ressources pour faire le développement, la plupart de ces ressources se trouvaient dans des pays colonisés, des pays du tiers-monde, comme l'Afrique, et la majeure partie en Afrique. Et c'est pour ça qu'ils ont créé d'abord la Banque mondiale et le Fonds en 1944 par l'ONU, parce que c'est la conférence des Nations Unies de Bretton Woods qui a créé ça en 1944. Et le GATT, les accords généraux sur le commerce et les tarifs et le commerce,
a été créé 3 ans plus tard à cause des difficultés qu'il y avait en 1947. Donc, lorsque des institutions sont créées pour pouvoir garantir à des pays colonisateurs ou non colonisateurs, mais des pays industrialisés, de pouvoir avoir un accès équitable aux ressources d'un continent, vous ne pouvez pas imaginer une minute que ces mêmes institutions-là puissent aller faire du développement qui passe par la transformation de ces mêmes ressources. C'est pas juste et équitable, vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est que ces gens, ils ont une institution qui a été créée pour que les pays, les gagnants de la guerre, puissent avoir accès aux ressources, parce qu'il y en avait qui avaient des colonies, d'autres qui n'en avaient pas. Donc ceux qui avaient des colonies comme la France, la Grande-Bretagne, pouvaient avoir toutes les matières premières à l'œil. Parce que nous étions leurs esclaves, leurs colonisés. Mais d'autres pays n'avaient pas accès à ces ressources. Donc on a dit, on crée des institutions qui vont permettre d'assurer à tout le monde, parmi ces gens-là, un accès équitable à ces ressources. Mais nous étions, nous, colonisés, nous n'avions rien à dire, parce que nous appartenions à ces pays-là. Maintenant, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement pour nous? Ça veut dire concrètement, pourquoi les Français vont venir ici faire de l'industrialisation par la transformation des ressources ici même, alors que leur intérêt, c'est de prendre ces matières premières et de les transformer chez eux pour créer des emplois. Or, vous allez donc, indépendant, aller rentrer à la Banque mondiale. Au lieu de négocier les termes dans lesquels vous rentrez dans une institution comme ça, vous venez adhérer comme tout le monde. Et vous vous étonnez que, surtout quand vous êtes endetté ou on vous dicte vos politiques pour pouvoir rembourser l'argent, que la Banque mondiale n'ait jamais monté des programmes industriels dans nos pays. Ce n'est pas sa vocation. Mais on a vu que bon, dans nos pays, presque plusieurs de nos infrastructures sont financées soit par les FMI ou par la Banque mondiale. Mais non, le FMI ne finance pas d'institutions, d'infrastructures. Il faut faire attention. Le FMI a été créé pour veiller aux grands équilibres financiers internationaux. Le FMI intervient, par exemple, pour régler des questions de balance des paiements. Donc, si vous avez, par exemple, des problèmes financiers et monétaires qui peuvent impacter votre devise ou créer un endettement qui vous mette à genoux pour que votre devise ne croule pas, le FMI peut venir avec ses droits de tirage spéciaux, donc qui est la monnaie du FMI, pour renflouer vos caisses. Ça, c'est le FMI. La Banque mondiale, dites-moi quelle infrastructure la Banque mondiale a financée ici. Elle peut participer, par exemple, à la construction d'une autoroute. Montrez-moi un seul hôpital que la Banque mondiale a financé. Moi, je connais le Congo. Vous allez, aujourd'hui, si je vous montrais, par exemple, là où c'est marqué projet Banque mondiale, hôpital et tout, c'est des petites cases là, comme vos abris provisoires et des histoires comme ça. Non. Avec des personnes qui sont prises en otage dans ces structures, tant qu'elles ne payent pas l'argent, elles ne vont pas sortir de ces hôpitaux de fortune. Alors, donc, ce que c'est que si d'abord, c'était pas la vocation de la Banque mondiale. Parce que le rôle de la Banque mondiale a été créée pour s'appeler la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD. C'est le nom de la Banque mondiale. Reconstruire pour reconstruire l'Europe, incidemment avec le plan Marshall. Mais reconstruire, ce n'est pas construire. Quand vous allez reconstruire un pont en France qui a été détruit par les bombardements nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous n'avez rien besoin d'inventer. Vous allez reconstruire quelque chose qui existait et dont on connaissait l'utilité. Donc vous avez besoin de quoi? Vous avez des besoins de spécialistes en ingénierie, de ponts et chaussées, vous avez besoin de financiers, vous avez besoin de procuristes, des gens qui vont faire les passations de marché. Donc c'est pour ça que la Banque mondiale avait que des spécialistes de cette nature-là. Parce qu'elle devait faire la reconstruction. Mais quand vous voulez faire la construction, là, vous devez penser à ce que cette infrastructure-là doit apporter comme opportunité économique pour un investisseur du secteur privé avant même de choisir quelle infrastructure plutôt qu'autre. Pourquoi le train plutôt qu'un bateau? Pourquoi des rails de chemin de fer plutôt qu'autre chose? Donc, la Banque mondiale n'a pas une expertise en matière de cette conceptualisation. Laissez-moi juste terminer ça. Allez-y, oui. Je vois votre impatience, mais c'est très important. Mais on a le droit de poser des questions quand même. Oui, mais il ne faut pas m'interrompre, s'il vous plaît. Non, je ne vous interromps pas, allez-y. Je suis là pour prendre des questions. Oui, ça c'est vrai. Mais quand vous me lancez, vous me laissez terminer le fil de ma pensée. Allez-y, allez-y. Alors, quand vous devez faire maintenant, on ne peut pas accuser la Banque mondiale
de ne pas venir faire le développement au Sénégal parce que ce n'est pas sa vocation. C'est la vocation des économistes sénégalais qui entourent le gouvernement de dire nous voulons faire une politique économique, comme Madame le disait, de désenclavement agricole. Nous avons besoin de pistes rurales, nous avons besoin de plateformes de marché, nous avons besoin de centres d'appui à l'agriculture, nous avons besoin de décentraliser cette activité. Et à ce moment-là, vous pouvez appeler vos bailleurs de fonds à venir contribuer. Mais ce n'est plus ce qui se passe depuis 1980, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que, ayant perdu le contrôle des finances publiques avec les deux crises, dont la sécheresse de 1968, la sécheresse de 1973 et l'augmentation des prix du pétrole qui ont mis les gouvernements en asphyxie, à ce moment, il n'était même plus question d'aller chez ces bailleurs-là pour demander de l'argent pour une route ou pour quoi que ce soit. Au contraire, comme nous étions endettés, ils nous disaient ne faites plus tel investissement parce que si vous faites un investissement qui met 50 ans à être rentable, nous, ça ne nous arrange pas parce que nous voulons que chaque année, vous nous payez nos dettes. C'est pour ça que les centres de recherche ont été fermés. C'est pour ça que les trains se sont arrêtés. Regardez, les seuls pays où des trains s'arrêtent, alors que les gens montent des trains qui roulent sur des fils à 200 km/h, 300 km/h, toute l'infrastructure de mon enfance est détruite. Parce que l'État n'avait même plus les moyens de les entretenir. Les structures d'appui au monde rural, comme l'ONCAD, comme la CERAS et tout, étaient organisées pour intégrer les chaînes de valeur. Elles ont disparu parce qu'il fallait cesser de payer ces fonctionnaires. Alors, si vous voulez, pour répondre à votre question, la fabrique de pauvreté, c'est tout ça. C'est-à-dire créer des sociétés, des structures qui ne favorisent pas l'expansion économique, mais vous savez que ce qui n'avance pas recule. Maintenant, donc, de ce fait, quelle alternative porteuse et structurante pour nos États? Mais écoutez, mais vous avez trouvé la réponse, monsieur. Mais il faut qu'on reprenne. Je vous pose la question, parce que vous êtes économiste et consultant. Oh non, mais bon, consultant, c'est trop dire. Hein. Vous êtes économiste alors? Consultant, c'est le mot joli pour dire chômeur. Hein. Ah donc, oui. Chômeur occasionnel. Donc, je suis plus un expert en industrialisation et un entrepreneur. Oui. Parce que j'ai investi aussi dans l'entreprise. OK. Économiste, je le suis de base, mais ça ne veut rien dire. De toute façon, moi, je n'aime même pas qu'on m'appelle économiste parce que c'est eux qui ont foutu la merde partout. Bon, alors, méfiez-vous de ce que se disent experts. C'est toujours dangereux. Moi, ce que je considère comme les vrais experts, c'est comme quelqu'un comme vous et madame. Vous êtes expert dans la télévision. Si on doit vous poser une question, là-dessus, vous répondez. Vous allez sur le chantier, vous trouvez des maçons qui savent vous dire ce que c'est qu'un mur. Ce sont les vrais experts. Pour faire l'analogie, les vrais experts, c'est les gens qui connaissent le terrain. Donc, quand un fonctionnaire débarque de Washington, il ne va pas voir les experts. Il va s'asseoir avec des ministres ou des gens qui travaillent sur le papier, qui cochent des cases. Après, ils sortent, ils font leur déclaration. Donc, moi, je ne suis pas du tout contre ces institutions. La preuve, j'ai pensé y aller. C'est moi qui ai lancé le développement industriel au Ghana. Et en 4 ans, 5 ans, on a créé toute une base industrielle. 4 ans, créé 305 000 emplois, levé 12,6 milliards d'investissements directs étrangers, et j'étais fonctionnaire de la banque. Je suis venu, j'ai trouvé un projet de 50 millions de dollars, il ne restait que 35 millions. Les 15 millions ont été payés à vos amis consultants là, dont vous parlez, ils n'ont rien produit. Donc, alors, les 35 millions, je les ai utilisés en montant une ingénierie financière pour syndiquer tout cet argent-là. Et c'est la raison pour laquelle, quand la Banque mondiale se vante d'avoir fait du développement industriel, ils sont obligés d'aller prendre ça comme exemple. Mais ce que je veux dire, c'est à nos pays de dessiner leur politique économique. Oui. Parce que s'il s'agit pour un premier ministre, un ministre des Finances ou un ministre de l'économie, de dire seulement qu'il est le bon élève de la Banque mondiale, ça nous emmerde. Et ça nous étouffe et ça nous tue. C'est de la poudre aux yeux? C'est même pas de la poudre, c'est de l'incompétence notoire. Et quelqu'un ne peut pas être compétent pour dire je vais diriger le Sénégal, sortir le Sénégal et clamer haut et fort que ton maître est un de mes juniors à Washington, qui vient, qui a 2 cravates et puis qui les change tous les jours, qui attache, qui n'est même pas correct et que vous le recevez et qui vous permet de vous dicter votre conduite. Est-ce que ça veut dire que nous sommes au service des intérêts étrangers que représentent ces institutions? Si c'est le cas, qu'on nous le dise et qu'on le raconte à nos populations et qu'ils prennent position. Et à vous comprendre, il faut revoir les choses, revoir les paradigmes, mais également revoir les accords. Pour, en fait, on dit développement, mais maintenant, nous sommes à l'ère du développement durable.
On parle d'épanouissement du peuple, comme vous dites, toutes ces initiatives. La finalité, c'est pour l'éducation, la santé, une agriculture. Non, il faut l'emploi des jeunes. Révolutionner un peu les choses. Vous savez, c'est même pas révolutionnaire, je suis d'accord. Je me souviens toujours de ma première rencontre avec le président Kagame. Quand on concevait l'Office de développement du Rwanda, le Rwanda Development Board. Je fais un exposé à la présidence et on le met au courant. Il dit, d'habitude, je n'ai pas besoin des conseils de la Banque mondiale, mais j'ai besoin de leur argent parce que c'est mon argent. Mais pour la première fois, j'ai envie d'avoir des conseils de la Banque mondiale, parce que je suis fonctionnaire de la Banque mondiale. Ce que moi j'ai essayé de faire partout, c'était ça. Mais les principaux adversaires que j'ai eus dans le système, c'est les nègres de service qui sont dans ces organisations-là pour veiller au statu quo. Si vous entendez des gens qui ont des grosses promotions dans les institutions, allez regarder quels livres ils ont écrits. Ces gens ne sont même pas capables d'écrire une pensée structurée et de la publier. Vous appelez qui les nègres de service? Les nègres de service, vous m'avez bien compris, il y en a beaucoup de noirs. Mais il faut soit plus précis. Mais pourquoi vous voulez que je sois précis? Vous oui, pouvez parce pas que voir vous quand même, vous traitez des gens de nègres de service. Ce que j'appelle nègres de service, ce sont les nègres qui sont au service des institutions dirigées par les Blancs et qui font ce que les Blancs veulent faire. Qui font l'affaire. Les nègres, bon, on peut dire les nègres qui font, bon, entre guillemets, le sale boulot des Blancs. Ils n'ont même plus besoin de venir coloniser nos pays avec des armées parce qu'ils ont des nègres qui font ça. Mais ça, c'est pas la première fois. Oui. Ce qu'on appelait l'école des fils de chefs, c'était l'école des fils de traîtres. Ces chefs-là, ces fils de chefs-là, c'est eux qui ont fait déporter Cheikh Ahmadou Bamba en l'accusant d'un complot qu'il n'avait pas, dont il n'était pas responsable. Ce que je veux vous dire, c'est que l'Afrique a toujours été trahie par ses fils. Pourquoi? Nous sommes le seul peuple qu'on a traduit en esclavage, parce qu'il y avait des traîtres parmi nous. Pourquoi nous sommes le seul peuple qui a connu une colonisation aussi longue? Parce qu'il y avait des traîtres parmi nous. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain? C'est pas tous les Africains, mais c'est beaucoup d'Africains. Et là, les gars, ils l'ont compris. Mais moi, je peux même pas leur en vouloir. Moi, je revendique ma nationalité suisse et ma fierté d'être suisse parce que les Suisses m'ont traité en être humain. Ils me protègent, ils me mettent en avant, ils me donnent les moyens de faire ce que je dois faire alors que je ne suis pas le meilleur. J'ai juste la chance d'être là. Je les respecte beaucoup plus que ceux qui me parlent de patriotisme économique et tout ça, et qui sont des fumistes qui ne cherchent que leur intérêt personnel. J'en étais même arrivé à dire, je ne sais même pas comment faire avec l'Afrique, parce que les peuples, même ceux que vous voulez aider, ce sont ces mêmes gens que si vous essayez de les aider, demain vont vous trahir à vous livrer au premier venu pour une bouchée de pain. Et vous parlez en connaissance de cause. Et justement, pouvez-vous, s'il vous plaît, partager avec nous votre expérience avec les chaînes de valeur, notamment pour l'industrie, ce que vous avez fait en Afrique, en RDC, vous avez parlé du Ghana, vous avez parlé de Kagame pour le Rwanda. On connaît sa particularité, c'est cette préférence nationale. C'est un peu cette vision qu'avaient tous ceux qui ont terrorisé les États-Unis d'Afrique. Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Cheikh Anta Diop, tout ça là. Bon, vous me demandez d'écrire un livre, madame. Disons, je vais vous donner plutôt une généralité sur les chaînes de valeur de comment vous pouvez développer un pays en transformant ses ressources. Je l'ai appliqué même dans le secteur des produits de mer ici au Sénégal. J'ai travaillé avec des sociétés comme Amerger, du temps des Faisal Charara et autres, où on a monté de nouveaux produits. Avec le CNES. Qui sont, oui, avec Mansour Kama aussi. Mansour nous a rejoints après. D'accord. Mais avant, c'était Faisal Charara, qui était aussi mon grand quand on était en Belgique. Il était à Jean-Brou, j'étais à Louvain-la-Neuve, qui était directeur à la CIPS, société qui fabriquait des papiers, et que le père Bernard Langlois avait demandé de venir diriger Amerger. Amerger, à l'époque, le président du conseil d'administration, c'était le général Jean-Alfred Diallo, l'ancien chef d'état-major des armées. Une histoire très intéressante parce que professeur d'université et développant des activités, ayant publié un livre qui disait comment les institutions fabriquent la pauvreté, je savais que j'étais condamné à ne jamais faire carrière internationale. Donc, quand on vous ferme tout je crée mon entreprise. Le premier intérêt que j'ai eu en tant que Saint-Louisien, parce que moi je suis de Saint-Louis, j'étudiais au lycée Faidherbe. Et de ma fenêtre du lycée Faidherbe, je voyais les pirogues débarquer à Gendar. D'ailleurs, je descendais et chaque fois que je voyais les pirogues, j'allais les aider à tirer et on me payait avec du poisson. On me payait avec du poisson, mais vous allez rigoler. Ils me payaient avec de la saule et des rougets. Wow.
Personne ne voulait de ces produits-là. Moi, j'ai 7 sœurs et 7 frères. Ma maman a fait 15 enfants, machallah. Je dis toujours, c'est une sainte qui ne se connaissait pas. Mes amis le savent, mais elle ne sait pas. Alors, je lui ai amené, mais elle n'osait pas cuisiner de la sole pour mon père. Donc, mes 7 sœurs-là, ont appris à faire la cuisine en jouant avec des produits nobles qu'ils ne connaissaient pas. Parce que le Sénégalais lui-même ne connaissait ni la valeur du turbo, ni la valeur de la sole, ni la valeur du Saint-Pierre, les poissons plats. Alors, quand je suis arrivé en Europe, et je me suis rendu compte que 1 kilo de crevettes, le prix que ça coûtait, le kilo de Dover sole qui était environ $40, je me suis rappelé que, mon Dieu, je comprends pourquoi les Blancs venaient là-bas jouer avec les gens, ramasser ces produits au lieu de les acheter parce qu'ils les connaissaient. Alors c'est comme ça que j'ai attaqué la première ligne de production que j'ai attaquée pour développer des chaînes de valeur, c'était les produits de mer. Je vous dispense de l'histoire. On avait perdu beaucoup d'argent au début parce qu'il y avait du sabotage systématique. Mais c'était du sabotage pour régler un problème d'apartheid qu'il y avait en l'entreprise où il y avait les Blancs au-dessus, les Noirs en bas. Toujours des problèmes typiquement africains un peu? Oui, donc disons que c'est pour moi, ça m'a beaucoup appris parce que ça m'a expliqué comment l'industrie française a échoué en Afrique. D'accord. Parce que je me suis souvenu que quand moi je venais, j'étais toujours habillé, tiré 4 épingles, mais comme j'ai commencé à venir à l'usine, qui n'était pas mon usine, mais c'était mes partenaires qui fabriquaient les produits que moi je vendais. Et je leur donnais l'assistance technique et le support financier pour faire ça, pour structurer toute la chaîne de valeur. Je me suis rendu compte, et c'est très intéressant que vous posiez la question, que les produits étaient souillés. Les produits étaient souillés, il y avait même des matières fécales dans les produits. Wow. Alors que les gens avaient des gants, ils avaient des masques, ils avaient tout. L'entreprise avait pris toutes les précautions pour que tout soit propre. Mais quand le produit arrivait à la douane suisse, était inspecté, on trouvait des matières qui faisaient qu'on rejetait tout le conteneur, ou toute l'expédition conteneur LD3 par avion. Alors, je suis descendu en me disant, tiens, je vais continuer, je ne vais pas dire que je vais enlever des habits pour mettre des habits sales pour entrer dans l'usine. Et j'entrais, je commençais à taquiner les gens, je luttais avec eux, les blagues de cousinage et tout ça. Et un jour, ils me disent, mais toi, tu travailles pour qui? Je dis, Athédis. Il dit, mais tes patrons ne doivent pas être contents avec les retards de produits et tout ça. Je dis, oui, mais surtout avec la merde que vous mettez dedans. Il dit, quelle merde on met dedans? Tes patrons t'ont dit ça? Je dis, le patron, c'est moi. Il dit, quoi? Eux, ils pensaient que comme c'est une société suisse, le patron était blanc. Alors, je leur ai dit, c'est moi. Ils me disent, mais toi, tu es tellement bien élevé, tu es gentil, on a honte. Je dis, non, ce que je veux, c'est que vous m'expliquiez pourquoi vous sabotez. Ils sont venus me trouver à l'hôtel Teranga pour me dire, en réalité, on les traite n'importe comment. Donc, la seule manière qu'ils pouvaient protester, c'est de saboter la production. Parce que moi, le père Langlois m'a dit, Pape, tu peux tout faire, mais tes frères ne seront jamais disciplinés dans la production. C'était une déclaration que je ne considérais même pas comme raciste, parce que c'est ce qu'ils voyaient. Mais la vraie motivation qu'il y avait déjà, c'était qu'il y avait un clash au niveau culturel. Et c'est là que j'ai découvert, en réalité, que nous avons un phénomène de ce que j'appelle un phénomène de transversalité des cultures. Et je vais terminer rapidement là-dessus pour ne pas traîner, mais c'est très important que vous compreniez l'aspect culturel dans l'industrie. Parce que quand le blanc, il est chez lui à la maison, il a la même culture. Les mêmes rapports avec ses parents, les mêmes rapports aux choses avec les gens. Quand il sort, il va à l'école, il a les mêmes types de comportements culturels. Quand il va à l'armée, la même chose, mais quand il va à l'entreprise, la même chose. Or, nous sommes dans une société où quand vous rentrez, vous êtes à la maison, par exemple, c'est le droit d'aînesse. Il y a le poids de la culture religieuse, il y a tout. Vous êtes dehors dans la mosquée, vous avez aussi un rapport différent. Et les mêmes personnes se retrouvent à l'entreprise avec une division du travail taylorienne qui ne connaît pas les histoires de ce grand, ce machin, ne connaît pas ça. Eux, c'est l'entreprise, c'est tout. Donc, vous pouvez voir un col blanc comme lui, bien habillé, et qui vous commande, alors que quand il est dehors, c'est votre petit. Alors, ce genre de clash, les Blancs ne l'ont jamais compris et ne l'ont jamais résolu.
Ce que les Chinois ont résolu, ce que les Japonais ont résolu, c'est pour ça qu'ils ont une industrie à la chinoise, une industrie à la japonaise, parce qu'ils ont une transversalité de culture parfaite. Les Baol qui se sont mis dans l'activité, dans le secteur informel, ils vivent ce phénomène de parfaite transversalité des structures. Parce que vous avez les mêmes rapports religieux, les mêmes rapports, ou sur les plans du travail, oui. il n'y a pas de clash. Oui. Alors, ce phénomène de transversalité des structures, c'est ce qui définit une culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise est une culture qui doit être osmosique, une culture que tout le monde, à laquelle tout le monde adhère. Et c'est ce que nous n'avons pas. Alors, j'ai commencé à corriger ce genre de disparité, parce que la technique et le savoir, ils ne sont pas cons. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Faisal Sharara est venu, parce qu'ils ont réformé toute la structure managériale, changé les modes d'interaction entre les gens, et nous nous sommes mis à développer des lignes de production qui étaient formidables. Moi, j'en étais même victime, parce que mes produits, je ne les recevais plus. La majeure partie partait en France et se retrouvait sur mon marché. Mais c'est pour vous dire que quand vous êtes engagé à apprendre, vous prenez chaque occasion, vous pouvez y laisser des plumes, mais vous apprenez. Il faut apprendre. Toujours apprendre. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Donc, développer des chaînes de la valeur, nous l'avons fait en suivant les produits depuis Kayar au débarquement. Et en travaillant sur toutes les chaînes d'approvisionnement, on a éliminé les captures, les pertes après capture. On a rationalisé les lignes de production à l'intérieur. De A à Z, je ne vais pas citer tous les trucs. Et ça a permis à Amergère même de se moderniser, d'investir de l'argent dans de l'équipement neuf. Ils ont été les premiers à faire des produits sous vide. On a commencé à prendre des ventres éclatés de rouget pour en faire les produits les plus chers pratiquement dans la gamme de poissons et ainsi de suite. Et après, tout se faisait bien. Il n'y avait plus de fâcheuses surprises. Donc, moi, j'ai vendu mes intérêts dans Athélis en 1992 parce que je ne pouvais pas avoir de conflit d'intérêts en travaillant pour le gouvernement. Parce qu'en Europe, vous ne pouvez pas avoir, ou dans un pays comme la Suisse, quelqu'un qui travaille pour le gouvernement et monte des projets dont son entreprise peut bénéficier. Oui. Donc, comme je n'étais pas là pour faire l'entreprise, mais un scientifique qui a voulu montrer comment on développe des entreprises, j'ai commencé à travailler avec le gouvernement et c'est comme ça que j'ai vendu mes intérêts. Le dernier poste de managérial que j'ai eu dans l'entreprise en Suisse, c'était avec Zimmermann, où j'étais directeur qui fabriquait des machines et des choses comme ça. Alors maintenant, quel bilan ou quelle appréciation faites-vous des institutions régionales comme la CEDEAO, l'UA, CEMAC, SADC? Quel bilan faites-vous de ces, ou bien quelle appréciation faites-vous de ces institutions régionales? Bon, vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Stratégie d'interface, intégration économique et développement. Pour moi, l'intégration économique, ça doit être la distribution de potentiel de croissance intégré et complémentaire dans le cadre d'un espace économique donné. Cet espace peut être le périmètre de Louga, ça peut être l'agglomération dakaroise, ça peut être le Sénégal, ça peut être la sous-région, ça peut être la frontière entre le Mali et le Sénégal, entre le Mali et la Guinée, et ainsi de suite. Donc, l'intégration économique, on intègre des fonctions. Et je ne sais pas qui d'entre vous a fait des mathématiques. Ah, moi, je suis une littéraire fière de l'être. Oui, mais je ne vous agresse pas. J'essaie de voir simplement qui comprend la notion de fonction. La notion de fonction, une fonction, c'est une transformation. La cuisine est une fonction. Si vous faites, par exemple, la fonction de cuisine, c'est que vous avez votre logiciel dans la tête et vous savez comment vous combinez les choses. Donc, vous avez les ingrédients avec les X. Vous avez le F qui est la fonction de transformation et vous avez Y qui est le revenu, le produit, le riz au poisson ou ce que vous voulez faire. Donc, on intègre des fonctions. Donc, quand vous dites j'intègre une fonction, vous ne pouvez pas dire simplement intégration pour intégration. C'est quelle fonction vous voulez intégrer? Est-ce que vous voulez intégrer des chaînes de valeur? Ça veut dire vous voulez étendre des chaînes de valeur le plus loin dans l'espace. Par exemple, la fonction d'intégration de transport, par exemple, a des limites. Si vous voulez utiliser le train, vous pouvez utiliser les rails jusqu'au moment où vous arrivez au fleuve. Parce que les rails ne vont pas passer sur le fleuve, à moins que vous fassiez un pont pour mettre les rails et traverser. Donc, il faut toujours retenir qu'on intègre une fonction. Maintenant, le gros problème que nous avons avec nos institutions d'intégration, c'est qu'elles ne sont pas bâties sur l'essence même de l'intégration, c'est-à-dire intégrer des fonctions. Donc, ils ont allé copier des modèles d'intégration qui étaient achevés ou en voie de l'être comme le modèle d'intégration en Union européenne.
qui, elle, a commencé à intégrer les chaînes d'approvisionnement du charbon et de l'acier. C'était d'abord, ça s'appelait la communauté du charbon et de l'acier. Après, c'est évolué en système de marché commun. Avec l'industrialisation. Voilà, et tout ça. Mais nous avons vu l'Union européenne. D'abord, nous nous sommes appelés, nous avons dit, nous allons faire l'intégration en faisant la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun là-dedans? Rien. Quelle fonction on y intègre? On ne le sait pas. Et on a créé les mêmes organes, on est même arrivé jusqu'à nous faire un parlement. C'est-à-dire que toute notre logique a été de copier des institutions qui étaient pertinentes et qui sont pertinentes ailleurs et qui ne sont pas dans notre environnement. C'est ça notre problème. Alors, je me suis exprimé, j'ai été même jusqu'à Lagos, je crois que c'était en 2010, où j'ai fait un exposé à la CEDEAO pour dire comment nous devons faire l'intégration. Donc, nous devons partir de dire quel potentiel de croissance nous devons distribuer. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple des pays côtiers, des pays comme le Sénégal, comme la Guinée, des pays comme la Côte d'Ivoire, qui ont de la mangrove, qui ont des cours d'eau et tout. Vous pouvez dire aujourd'hui, tiens, et si je donnais à la CEDEAO la faculté de développer de grands programmes halieutiques et aquacoles pour servir les mêmes types de programmes à tous ces pays-là, de manière à leur permettre de développer des productions qui sont complémentaires dans le domaine. Par exemple, quand j'étais à l'OCDE, j'ai fait revenir des Japonais et tout au Club du Sahel pour développer un grand programme d'aquaculture sur l'Afrique de l'Ouest. Le programme, il dort toujours dans les tiroirs. Et les Japonais sont venus parce qu'ils étaient intéressés à venir investir dans ce programme. Parce que la vocation d'un centre de recherche, c'est de créer des opportunités d'investissement pour l'industrie. Alors, donc, la CEDEAO ne fait rien de tout ça. La CEDEAO légifère sur des textes, s'organise pour sanctionner le Mali, la Guinée et tout. Mais d'abord, sur l'embargo sur le Mali, quelle appréciation faites-vous? Vous m'avez vu, vous aussi, sur la... vous avez fait des recherches, non? Oui, mais rappelez-nous un peu votre position d'alors. Comme on dit en Wolof, là, ils aiment chercher les cafards. Hein? Ouais. Non, mais j'étais le premier à dire que c'était stupide. Parce que la meilleure manière de fabriquer de la pauvreté chez vous, c'est de mettre votre client sur embargo. C'est anti-intégration, justement. Oui, mais ça tue même votre économie. Mais est-ce que le Mali n'est pas fautif quand même? Il ne faut pas... Ça, je ne juge pas, moi. Oui. Moi, je ne juge pas. Vous ne m'entendrez jamais dans des questions de jugement politique où des gens ont leur appréciation personnelle. Moi, j'ai dit à la télévision ici, sur Label TV, j'ai été le premier à réagir sur le coup d'État au Mali. Et j'ai dit comment je pouvais aider avec un corps expéditionnaire les militaires qui sont au pouvoir pour qu'ils puissent redresser le pays. Parce que je ne suis pas de ceux qui disent que parce que des gens sont arrivés au pouvoir d'une manière qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, qu'on va laisser les populations sombrer. J'ai même dit que je suis très prêt à travailler avec un diable qui dirige le pays pour autant qu'il écoute et fasse quelque chose pour son peuple. J'assume ça. J'ai fait 2 émissions sur Label TV avec ça. Avec Georges Aboké, oui. où j'ai expliqué comment le Mali va s'en sortir. La deuxième chose, c'est que si vous allez sur Internet, vous verrez d'ailleurs un truc, une interview que m'avait faite RFI. Quand tous les économistes voulaient faire les fearmongers, comme on appelle terroriser les gens par la peur, un ancien ministre des Finances du Sénégal m'avait même écrit, tu dis, oui, tu vas voir, Pape, dans 15 jours, ils vont venir courir comme des lapins. Je dis, mais on verra ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, l'économie malienne va se réorienter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ils ont ouvert le corridor sur Nouadhibou, ils ont ouvert le corridor sur Conakry. Les investisseurs sont venus pour structurer tout ce corridor et ça va devenir un corridor de croissance. Comment vous pouvez mettre sous embargo un pays comme le Mali, qui est un producteur d'or, alors qu'on sait que la première monnaie internationale intégrée, c'était sous le Gold Exchange Standard, le Gold Standard, où on émettait la monnaie contre de l'or. Un pays qui produit de l'or, vous pouvez l'empêcher d'acheter ce qu'il veut. Il faut être... Ça n'a pas de sens. Il faut être borné pour faire ça. Mais le problème, c'est l'autisme politique, c'est le problème des bureaucrates. La race que je ne supporte pas, c'est la race des bureaucrates. Ce ne sont pas des gens noirs ou jaunes, non. Parce qu'un bureaucrate, il a des œillères. C'est comme le chien de Pavlov. Hein? Il coche que des cases et il ne réfléchit pas. Vous rentrez dans une institution comme la Banque mondiale, on vous demande des diplômes.
Bon, il y en a qui racontent des diplômes qu'ils n'ont pas, mais on n'a pas. Mais qui rentrent dans la Banque mondiale avec le minimum de diplômes. Mais quand ils en sortent, ils deviennent des abrutis parce qu'on ne leur demande plus de réfléchir. Moi, j'ai connu, quand je suis venu à la Banque mondiale, au département du secteur privé, l'économiste pour le Sénégal était un ingénieur électromécanicien. Il n'a jamais fait l'économie. Mais à l'époque, l'économie, c'était quoi? C'était de venir avec sa feuille de conditionnalité, s'asseoir avec arrogance en enlevant ses chaussures dans le bureau du ministre des Finances, en disant conditionnalité 1, vérifier, 2, vérifier, 3, vérifier, satisfait, comme ça se fait, il sort y faire une déclaration. Effectivement, vous n'avez pas besoin d'apprendre l'économie pour ça. Donc, et ça, c'est le problème de la bureaucratie. Donc, pour en venir à ces questions-là, moi, j'ai dit toujours, même en 90, quand j'étais conseiller au département fédéral des affaires économiques extérieures, j'étais professeur d'université et je gérais mon entreprise en même temps. J'avais dit sur la table, sur une émission de grande écoute de la télévision suisse romande, table ouverte, j'ai dit, mais l'aide au développement, gardez ça. Ce que je souhaite, mon souhait le plus profond, c'est que vous nous coupiez les vivres. Et vous allez voir que les Africains sont ingénieux. Ils vont faire comme l'Allemagne et le Japon qui, dos au mur, ont développé les plus grandes industries. Gardez vos sous. Oui. Laissez-nous tranquilles et on va se démerder. Et c'est une bonne transition pour regarder cet élément d'Alain Foka qui est quand même qui parle de cette aide au développement et que les pays africains doivent se libérer. Regardons cet élément et revenir continuer le débat. Avec une superficie grande comme les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Inde et l'Europe réunis, l'Afrique pèse pour 13% de la population mondiale. Une proportion appelée à doubler en 2050. À elle seule, elle dispose de la moitié des terres arables encore disponibles de la planète. 660 milliards de mètres cubes de réserves d'eau douce. Avec ses 250 millions d'hectares, la seule forêt du bassin du Congo, deuxième poumon du monde, capte davantage de carbone que l'Amazonie. Qui dit mieux? Je vous fais grâce des minéraux et des métaux rares dont regorge son sous-sol. Minéraux indispensables à l'industrie moderne et à la transition énergétique. Le cobalt, le lithium, le nickel et les terres rares. L'Afrique produit 12% du pétrole mondial et exporte déjà vers l'Europe 108 millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié, soit presque autant que les importations européennes de gaz russe avant le déclenchement du conflit avec l'Ukraine, c'est-à-dire 150 millions de mètres cubes. L'Algérie à elle seule fournit 11% des volumes consommés dans l'Union européenne et devrait voir cette part augmenter à la faveur des nouveaux accords conclus avec l'Italie et la France. Le continent recèle d'immenses réserves encore inexploitées. 125 milliards de barils de pétrole brut, mais surtout près de 13 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Le tiers des découvertes mondiales d'hydrocarbures réalisées au cours de la décennie passée l'ont été en Afrique. Et d'immenses projets gaziers vont entrer en service en 2023, au large de la Mauritanie et du Sénégal, dans le golfe de Guinée et dans le canal du Mozambique. L'Afrique verra sa production de gaz tripler d'ici 2035, selon Rystad Energy. Rien qu'en nous arrêtant à ce stade de l'inventaire du potentiel africain, de ses richesses, on mesure son poids central dans le devenir du monde. La jeunesse africaine en a pris conscience. L'Afrique devient ainsi le maître du jeu. N'en déplaise à ceux qui pensent continuer de lui donner des leçons. Très bien, c'était le grand journaliste, notre confrère Alain Foka de RFI. Alors, Pape Demba Thiam, il a parlé de pétrole et gaz qui seront exploités en 2023. L'État du Sénégal même a repoussé la date. On parle de 2024. Énième report. D'abord, découverte pétrole et gaz au Sénégal. Ça vous enchante? Bon, d'abord, je vais saluer le nouvel engagement d'Alain Foka. Parce qu'Alain était connu avant comme étant l'ami des chefs d'État. Oui. Donc aujourd'hui, si quelqu'un comme lui, tout au long de sa carrière, est passé de l'autre côté, en prenant même des risques, en travaillant sur RFI et en étant critique sur la politique occidentale et française en particulier en Afrique, moi je suis prêt à accueillir tous les repentis. Parce que nous avons besoin d'une masse critique pour faire changer les choses. Donc je salue le travail d'Alain, j'ai souvent échangé avec lui sur certains points de vue et je l'ai même cité dans je l'ai même tagué sur certains de mes posts. Maintenant, découverte de pétrole et de gaz. Mais il n'y a pas qu'au Sénégal. Vous savez, comme je disais aujourd'hui, si
c'est une chance que nos pays aient été colonisés par les plus mauvais pilleurs au monde. Parce que quand les Français sont venus ici, ils ont pensé à se comporter simplement en administrateurs, en roitelets. Ils étaient contents d'être portés par 4 ou 5 gaillards. Ils avaient leur palais parce qu'ils ont une culture d'administrateurs. J'avais dit quand j'étais à l'OCDE, j'avais fait la une du Monde, un post que j'ai refait d'ailleurs récemment où j'ai donné carrément la copie de la une, où je disais, méfiez-vous, si les Européens ne veulent pas disparaître de l'Afrique, il est temps qu'ils se réveillent. Et ça, c'était en avril 2003, le 22 avril 2003 précisément. D'ailleurs, ça m'a valu d'être, quand j'allais à la Banque mondiale, comme ils se renseignent sur vous, mes conteneurs ont été tirés à Norfolk, et ils ont ouvert les conteneurs, ils ont ouvert que partout où il y avait documents, parce qu'ils m'avaient déjà vu comme quelqu'un qui était un leader d'opinion, il faut surveiller. Quelqu'un qui dérange. Déranger, ça ne me gêne pas, parce qu'ils ont intérêt à ce que je dérange. Parce qu'aujourd'hui, c'est des ministres occidentaux qui prennent langue avec moi. Tous les jours, si vous allez sur les réseaux sociaux, tu vois les amis que j'ai, j'y compte le président de la Confédération, j'y vois le président du Conseil européen, j'y compte comme Antonio Tajani, le vice-premier ministre d'Italie. Je compte que des gens comme ça qui aujourd'hui se sont dit, mais en fait, ce qui nous intéresse en ce gars-là, c'est que non seulement il sait nous dire, il a travaillé avec nous, il nous a aidé à faire des choses, il a aidé les Africains à faire des choses, et aujourd'hui, il nous invite dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc, c'est quelqu'un avec qui on peut parler. Donc, je ne suis pas un petit militant. Je ne suis pas un lanceur de pierres. Je suis ni calo jaune, ni calo bleu. Je ne connais pas ces choses-là. Je fais des choses sérieuses. Ce monde est un monde qui, aujourd'hui, appartient à tous les habitants de la planète. Il est illusoire de croire que vous pouvez avoir à vous seul des ressources dans un continent et que d'autres n'en ont pas et qu'on vous laisse et puis vous virez tout le monde. Non. Ce que moi, j'essaie de faire, c'est faire en sorte de participer. Donc, quand je dis ça, ça veut dire que les gens s'intéressent à des leaders d'opinion. Il y en a même un qui m'a appelé quand je suis arrivé à Dakar et qui me dit, tu ne veux pas venir au sommet Afrique, machin, parce qu'on a demandé partout si tu pouvais venir. Afrique-Washington. Afrique-Washington, le sommet qui commence aujourd'hui. Oui. Tony Blinken lui-même, je le connais très bien. J'ai dû le côtoyer donc, pour des raisons professionnelles. Je leur ai dit, vous savez, je ne crois pas à ces grandes messes. Je n'y vais plus. Parce que, à mon âge, le temps qui me reste à vivre, on peut dire ce qu'on veut, c'est Dieu qui sait, mais c'est plus limité peut-être que ce que j'ai vécu. Donc, je préfère consacrer mon temps là où j'ai des impacts. Vous pouvez faire vos trucs, mais je n'ai plus envie qu'on m'exhibe, qu'on m'amène, que je suis panéliste ou des choses comme ça, parce que c'est de l'escroquerie institutionnelle. Si vous me disiez aujourd'hui, comme quand le président Wade venait faire sa première visite en Suisse, où il ne savait même pas ce que voulait dire être président de la République. Ses ministres encore moins. Ils se promenaient avec le stylo dans la bouche, ils traînaient à gauche, à droite. Et qu'on est arrivé, il y avait eu un attentat en Suisse, à Zoug. Ils ont décapité la moitié de l'exécutif zougois, qui est le canton, la République la plus riche de Suisse. Wade débarque ce jour-là comme visite d'État. J'étais à Bruxelles. À l'époque, j'étais directeur du développement secteur privé et commerce pour les programmes Union européenne ACP. C'est mes anciens collègues et le ministre qui m'a appelé qui dit, Pape, ton autre président débarque en Suisse. Nous n'avons pas de notre orientation. Nous ne savons pas ce qu'il vient faire. Et il tombe au plus mauvais moment parce qu'on a cet accident-là. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider? Tu connais le pays, aide-nous. J'ai pris un jet pour venir de Bruxelles atterrir à Belp. Je me suis mis avec eux et j'ai dit, Wade est un homme intelligent, c'est un professeur d'université. Voilà ce que vous pouvez lui proposer pour le Sénégal, je crois. Quand Wade est arrivé, les gens lui ont dit le programme va changer et tout, mais on a travaillé et tout, et on lui a dit que c'est moi qui avais fait ça. Il a dit, ah non, mais lui, je le connais, c'est un homme désintéressé, il faisait des choses avec Abdou Diouf, il proposait. Vraiment, si c'est lui qui l'a dit ça, qui a fait ça, ça me va. Et c'est comme ça que Wade est allé visiter même mon université à Neuchâtel. Moi, j'ai pris l'avion, je suis reparti à Belp.
Donc, c'est dans le même contexte. Si on me dit qu'on organise un sommet dans lequel nous avons fait nos devoirs du soir et nous avons préparé le terrain pour dire voilà ce que nous voulons discuter, voilà ce que nous voulons proposer, et nous allons centrer les discussions à dire personne ne me précédera dans ces sommets-là. Mais s'il s'agit de faire des cocktails dînatoires, des chefs d'État se font taper sur l'épaule, se prennent en photo avec un chef d'État blanc du G20 et tout ça, pour venir amuser la galerie, je ne participe pas à cette mascarade-là. On a compris, vous n'avez pas des convictions, des principes et des idéaux pour être assis ou couché dessus. Vous vivez avec. Là, dans ce contexte d'indépendance, de souveraineté à tout point de vue, monétaire, économique, on parle de la monnaie pour l'Afrique, le franc CFA ou l'éco. Quel est votre point de vue sur cette souveraineté-là? Bon, vous me rafraîchissez la mémoire parce que j'ai donné une interview à Sputnik News, donc les Russes, là-dessus, parce qu'ils voulaient, j'ai pas voulu rentrer dans les débats de positionnement ou de propagande, mais ils l'ont compris, ils ont été très intelligents parce qu'ils ont reproduit l'intégralité de mon interview sur la radio. Quand ils ont titillé français CFA et tout, bon, j'ai compris que ça touche propagande anti-française. Je suis pas anti-français, je suis né français de Saint-Louis. Et je ne peux pas mettre une croix sur les années, les centaines d'années d'histoire commune avec la France. Ce que je veux, c'est que nous ayons une coopération décente entre nous. Le problème que j'ai avec le franc CFA n'est pas le même type de problème que les gens ont. J'ai un problème avec la monnaie, qu'elle s'appelle franc CFA, qu'elle s'appelle franc tartampion ou même qu'elle s'appelle franc li, hein, vous pouvez mettre ça à votre nom. La monnaie n'est pas seulement une réserve de valeur, c'est pas seulement un instrument de paiement. La monnaie doit être bâtie sur une théorie quantitative de la production et du commerce. Donc, elle doit être le fondement même des échanges et sa création doit correspondre à la création de valeur. Les banques jouent un rôle dans la création de monnaie parce que depuis, vous savez, l'histoire de la monnaie, c'était d'abord le gold standard. Ça veut dire que le standard, c'était l'or. Ça veut dire que vous créez, par exemple, si vous avez la monnaie li, vous dites ma monnaie li, elle correspond à tant d'or. Donc vous pouvez émettre de la monnaie si vous avez le stock d'or. On est d'accord? Oui. Donc chaque pays, donc, vous pouvez émettre des quantités de billets de monnaie, des numéraires ou des trucs en fonction de sa réserve d'or. Mais vous pouvez bien comprendre que l'or n'est pas extensible. Hein? Les stocks d'or sont limités. Oui. Donc si l'expansion de l'économie et les échanges doivent être paramétrés sur la détention de quantité d'or, l'économie ne peut pas vraiment croître. Donc on est passé au Gold Exchange Standard. C'est-à-dire que toutes les monnaies étaient convertibles en dollars, mais il n'y avait que le dollar qui était convertible en or. Si vous voyez les films de cow-boys là, Fort Knox et tout ça là, c'est quand les gens attaquaient Fort Knox là pour prendre l'or, parce que Fort Knox était là où on stockait l'or aux États-Unis. On a continué avec ce régime jusqu'en 1971. On était en pleine guerre du Vietnam. Les Américains se sont mis à fabriquer la planche à billets, fabriquer des dollars qui n'étaient pas émis en contrepartie de l'or, parce que toutes les monnaies étaient convertibles en or, mais en dollars, mais il n'y avait que le dollar qui était convertible en or. Dollar convertible en or voulait dire quoi? Ça veut dire que si vous détenez un billet de $100, vous pouvez aller dans une banque américaine et demander qu'on vous le change en or. C'est les devises là, c'est ce qu'on appelle les devises. Donc, on vous le change en or. Mais lorsque le pays se met lui-même à fabriquer des planches en billets, si tout le monde arrive en disant « moi j'ai des billets, j'ai $1000, $1 million, changez-moi en or », il ne peut pas répondre en donnant de l'or. C'est pour ça que Nixon a décrété de manière unilatérale, en 1971, la non-convertibilité du dollar en or. C'était la fin de ce système. Alors depuis lors, la monnaie, toute monnaie sérieuse, elle est émise sur la base de la volonté d'endettement de l'économie. Je vous donne un exemple. Vous voulez acheter une voiture. Vous allez à... Je ne veux pas faire de publicité pour qui que ce soit ici. Ben, vous allez chez un concessionnaire. Et vous dites, voilà,
vous allez emprunter, mettons, 100 millions pour acheter la voiture. Vous allez, la banque vous prête l'argent, c'est 100 millions, à un taux d'intérêt, je dis n'importe quoi, mettons 8%. La banque sort l'argent et paye votre concessionnaire. On est d'accord. Mais cette banque-là, les 8% qu'elle vous a prêté, c'est ce que normalement elle va gagner comme revenu de l'argent que vous a prêté. Mais la banque va aller à la banque centrale et dire j'ai un titre de créance sur Madame Ly qui vaut 100 millions et moi j'ai 8% là-dedans. Je vais escompter ça chez vous. La banque centrale va dire bon, je vous l'escompte à 2% ou 3% ou 6%. C'est ça les taux d'escompte. Donc, la différence de pourcentage entre ces 8% et les 3% constitue la création nette de monnaie. C'est-à-dire qu'au moment où le prêt s'éteint, on récupère le vieil argent parce qu'on a émis de l'argent nouveau. Parce que quand on va escompter ça à la banque, on émet de nouveaux billets. Okay. Maintenant, le différentiel de création nette de monnaie, c'est la différence entre les taux d'intérêt. Partout dans le monde où une monnaie est très gérée, bien gérée, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire qu'une monnaie dépend de la volonté d'endettement de l'économie. Donc, on a intérêt à faire du crédit à l'économie, ouvrir de nouveaux chantiers, faire nos poutres, faire nos ponts, créer de nouvelles opportunités économiques. Et avec cela, la création de monnaie doit suivre de manière automatique. C'est ça comme ça que la richesse, comme on dit, la monnaie circule, l'argent circule. Mais vous avez une banque centrale qui ne vous permet pas de faire ça. Il n'y a pas de politique de crédit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Or, si une économie doit se développer, c'est la banque centrale elle-même qui doit pousser les banques à faire plus de crédit à l'économie. Mais pour faire plus de crédit à l'économie, il faut aménager l'économie de telle manière à ce que les investissements soient moins risqués, ce qui veut dire politique d'aménagement du territoire, politique de développement de chaînes de valeur, de chaînes d'approvisionnement, de sécurité. Voilà, tout ça. Et ça, c'est le rôle d'un État. Alors, ce qui me gêne donc dans la monnaie, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je l'ai dit dans plusieurs interviews. Si les pays africains veulent avoir une monnaie, ils doivent se préparer à gérer le caractère complexe d'une monnaie. Ça, c'est un. De deux, si la monnaie doit être solide, elle doit avoir des fondamentaux qui sont rivés au développement de l'économie. Si le développement de l'économie doit se faire, il faut désenclaver les territoires, désenclaver les opportunités économiques. Ça veut dire que si un État a le choix entre investir dans une infrastructure telle et une autre, il doit définir ses hiérarchies des urgences en se disant, voilà, si je mets par exemple tel type d'aquaculture, je vais désenclaver l'aquaculture et je vais produire 1 500 000 emplois. L'idée d'une monnaie commune est-elle pertinente? Absolument, mais la monnaie, tous les pays intègrent leur monnaie. D'ailleurs, nous avons une chambre de compensation en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, je n'ai même pas compris pourquoi on pouvait avoir une monnaie commune et avoir une chambre de compensation. Mais la compensation, c'est une intégration monétaire. Ça permet aux monnaies de circuler et de s'échanger. Donc, tous les pays, tous les ensembles ont vocation à avoir de l'intégration monétaire. Donc, avoir une monnaie commune n'est pas le problème. Il y a même des avantages à ça. Moi, je disais déjà dans mes tout premiers écrits d'enfance, de jeunesse, je disais que si moi, j'avais été au pouvoir dans des années comme ça, j'aurais utilisé le franc CFA fort avant la dévaluation pour équiper nos pays en matière industrielle. Parce que nous avions une monnaie qui était comme de l'argent de poche qu'on nous donnait et qu'on pouvait acheter ce qu'on voulait avec. Avant qu'elle ne soit dévaluée. Jusque maintenant, le franc CFA est surévalué par rapport aux perspectives de l'économie. Le franc CFA nous permet d'acheter des choses qui ne correspondent pas à la force de notre économie. Et je l'ai écrit depuis très longtemps et je n'ai cessé de le dire. Mais comme je vous dis, quand vous êtes dans des structures ou des situations où vous êtes en compétition en matière de développement avec des pays qui possèdent des institutions qui vous dictent votre politique, les dés sont pipés. J'en veux ni à la France, ni à la Banque mondiale, ni à la Suisse. Je dis simplement, ce que moi je sais, c'est que les gens sont libres. Ils sont libres de dire qu'ils vont venir faire quelque chose dans mon pays, mais ils me trouveront assis. Je leur dirai, ok, vous allez travailler ensemble. Voilà mes priorités, voilà qu'on peut travailler. Moi, c'est tout ce que je demande. Oui.
À la banque, je suis arrivé à me faire suivre par certains de mes collègues, mais je me suis rendu compte, et c'est comme ça que j'ai découvert le pot aux roses, que chaque fois que je voulais répliquer ce que j'ai fait au Ghana, on m'amenait ailleurs. Et c'est un gars, je ne vais pas citer son nom, un Sud-Africain blanc, qui aime beaucoup l'Afrique, et qui me dit, mais pape, tu sais quel est ton problème? J'ai dit, oui. Il me dit, va lire Keynes, va lire les chartes de Bretton Woods, et tu comprendras que personne ne te laissera continuer de faire le bordel ici. Je dis, le bordel, c'est quoi? Il dit, faire l'industrie. Il me dit, Hollis Chenery, le chief économiste de la banque, il a été viré de la banque parce qu'il voulait amener l'industrialisation à la banque. Regardez combien de chefs économistes on a pris. Mais on a occupé le terrain avec des instruments comme Doing Business, des histoires comme ça et tout, qui ne valent rien. Et à la fin de la journée, ce n'est pas la responsabilité de la banque. C'est la responsabilité de ceux qui ont délégué la gestion des pays qu'on leur a confiés à des fonctionnaires, des bureaucrates qui ne savent que cocher des cases. Donc, je vais vous dire, moi, je suis un fonctionnaire de la banque encore. Je suis un retraité de la banque. Ça, c'est ma carte. J'entre dans tous les bâtiments de la banque. Je ne suis pas un ennemi de la Banque mondiale. J'ai droit à tous les privilèges de la retraite, mais la banque favorise même la diversité d'idées. Donc, cette diversité d'idées, je l'expose. Aujourd'hui, quand je suis parti, un des responsables de la banque m'a dit, tu es parti au mauvais moment parce qu'on aurait pu former, tu aurais pu former des gens. Je dis, mais j'ai posé le pour et le contre. Quand j'ai fait le Ghana, j'ai passé 90% du temps à couper mes liens. À mon âge, je n'ai plus cette énergie-là. Donc, il faut enlever de l'idée que je suis contre la banque ou les institutions. Non. Je suis le porteur du mauvais message que les gens ne veulent pas entendre, qui leur disent, si vous continuez comme ça, la pauvreté va mettre les gens dans la rue. Ah ben ça, c'est le bon message. La pauvreté va mettre les gens dans la rue. Quand vous regardez, vous lisez mes posts, je dis, faites très attention. Qu'aucun dirigeant politique ne vienne vous dire, je tiens mon peuple par les armes. Parce qu'un peuple affamé, humilié, et qui est en train de mourir, n'a pas peur d'écraser des chars, de passer dessus. Tant qu'il en meurt, ce n'est pas leur problème parce qu'il meurt déjà. Tantôt, vous évoquiez le sommet États-Unis-Afrique qui se tient en ce moment aux États-Unis pour 3 jours. Quand est-ce qu'on aura des sommets entre le continent africain et tel pays du continent au lieu de France-Afrique, sommet France-Afrique, sommet Japon-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique? Mais posez ça aux dirigeants africains. Moi, je ne suis pas un dirigeant africain. Oui. Mais je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit, le simple fait, moi, je ne suis pas gêné qu'on m'invite, que j'y aille. Mais il faut que moi, je puisse aussi inviter les gens pour venir discuter de mes problèmes. N'est-ce pas? Parce que les problèmes, donc pourquoi ce sont les autres qui doivent dire ce qu'ils veulent faire de l'Afrique et pas nous de dire ce qu'on veut de l'Afrique? Et dans tous les sommets, nous ne faisons que mendier. Mais la mendicité est une honte. Ce système d'assistanat économique, là, qui dure depuis. Moi, je vois des gens qui se vantent d'être allés mendier et de rapporter de l'argent. Mais moi, je suis élevé dans une famille où tendre la main était affreux. Si je sortais dans la rue et qu'on me donnait une pièce de 25 francs, je viens à la maison, on me tape. Pourquoi tu as reçu ça? Donc les chefs d'État vont dans ces sommets pour mendier. Si on comprend bien. Les journalistes aiment toujours les choses qui frappent, mais je persiste, je signe, ils tendent la main. Oui. Ils tendent la main alors qu'ils n'ont pas besoin de tendre la main. C'est pas ça, on veut juste de la précision. Non, mais précision, pourquoi? Je ne suis pas détenteur d'une science infuse. Oui. Vous m'avez bien compris. Ce que je dis, c'est que quand on y va, on va aller demander qu'on nous donne, qu'on nous aide. Et c'est ça qui vous dérange. Je ne veux plus qu'on nous aide. Je veux un rapport d'égal-égal. Si vous ne pouvez pas dire que vous voulez un rapport d'égal-égal, en allant dire que vous allez chercher l'aide. Mais la main qui donne, elle est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Il faut changer le langage. Aide, 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 aide. Mais pourquoi nous allons nous faire aider alors que nous sommes assis sur des tas de richesses? Moi, j'avais d'excellents rapports avec le président Jerry John Rawlings. Et d'ailleurs, quand il est décédé, il y a beaucoup de journaux qui m'ont interviewé. Et cette phrase-là, je l'ai prise de lui. Il me dit, Pape, just tell me how not to beg while sitting on the midst of plenty. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à travailler avec des gens comme ça, en me rendant compte qu'il y avait besoin de gens qui mettent de l'ordre. Et qui mettent de l'ordre et qui créent l'espace pour les experts pour travailler. Mais dans son pays à lui, il avait la maîtrise
de l'initiative, de la programmation et de l'action. Mais lorsque vous pensez que tout ce que vous devez faire, c'est l'aide, on doit vous aider, on doit vous aider. Je sais que nous avons une culture de griotisme dans ce pays. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut même pas la peine de chercher. On n'a qu'à prendre les griots les plus chiffonnés et en faire des ministres des Affaires étrangères ou des ministres de l'économie pour qu'ils aillent mendier. Si c'est mendier qui est notre vocation. Moi, je refuse le déshonneur. Je refuse la mendicité. Je refuse qu'on me donne quelque chose qui est à moi en me disant que c'est un cadeau. Non, je préfère mériter ce que je gagne. Mes enfants, je leur ai appris à gagner leur vie. Aux États-Unis, conduire une voiture n'est pas un luxe. Je leur donnais les mêmes types de voitures que moi je conduisais, mais leur argent de poche, ils allaient gagner ça en travaillant, nettoyer les jardins, enlever la neige. Et pourtant, ils pouvaient prendre une Mercedes et une BMW pour aller à leur école. Mais si ces chefs d'État se sont invités quand même, ils doivent y aller. Ah, bah, je vous ai dit, je ne suis pas à décider pour les gens. Je ne suis pas là à donner des points. Je vous demande, moi, ce qui m'intéresse. Et l'Afrique qui... Moi, je n'y vais pas. Oui, l'Afrique qui réclamait une place au sein du G20 ou bien au Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais écoutez, il faut nuancer les choses. Les choses ne sont jamais blanches ou noires. Il y a toujours des nuances de gris. L'Afrique a toujours été maltraitée. L'Afrique n'occupe pas le rang qu'elle devrait occuper dans le concert des nations et ça fait partie de mon combat. Mais par contre, ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dit, je suis passé sur la télévision algérienne AL24, c'est seulement le samedi. Si vous regardez là sur YouTube, vous trouverez. Quand on m'a dit, qu'est-ce que vous pensez du désir de l'Afrique d'avoir un siège au Conseil de sécurité? Je vous réponds ce que j'ai répondu directement à l'antenne. Je dis, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Parce que je ne vois pas, dans le format actuel, qu'est-ce que ça va changer pour l'Afrique. Parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies est un organe qui régit l'équilibre de la terreur. Qui sont là? Les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, certains, et surtout les gens qui ont des puissances nucléaires déclarées. Ce sont ces gens-là qui, de la même manière que le Fonds monétaire veille aux équilibres internationaux financiers, la Banque mondiale, la reconstruction, se conseillent à la sécurité. Bon. Alors, si nous avons un siège permanent au Conseil, même si les problèmes africains, ça ne peut présenter de l'intérêt pour moi que si on change de paradigme, c'est-à-dire de modèle de pensée, et qu'on se dise que le problème sécuritaire dans le monde est d'abord un problème économique, et que le Conseil de sécurité prenne en charge les questions de la pauvreté en Afrique pour retourner, développer des programmes d'industrialisation, développer des programmes qui permettent d'assurer la sécurité en éliminant l'insécurité économique. Là, je dis, je serai le premier à offrir même de la consultation gratuite, à écrire les textes, les partager avec les chefs d'État et leur dire, voilà l'agenda de discussion. Vivement qu'ils vous entendent alors. Oui, et la déclaration de politique générale, tout à l'heure... Je ne l'ai pas écouté. Oui. J'ai commencé à l'écouter, je ne l'ai pas continué, je ne l'ai pas écouté, je ne peux pas commenter ça. Et puis je ne vois même pas quelle valeur aurait mon commentaire. Oui, mais en fait, on parle de nouvelle version du PSE, Plan Sénégal émergent. Je ne connais même pas l'ancienne version. C'est-à-dire que ce que je veux que vous dites, je ne suis pas un chroniqueur politique. Je ne suis pas un chroniqueur politique. Mon métier à moi, c'est que vous me disiez qu'est-ce qu'on doit faire dans tel secteur au Sénégal, au Burkina Faso, et je vous livre mes réflexions. Après, ce sera aux politiques de faire ou de ne pas faire. Et d'ailleurs, je suis devenu beaucoup plus sélectif. Je ne travaille qu'avec les gouvernements qui sont sérieux. Je suis retourné sur le Ghana parce qu'ils sont obligés de le retourner au Fonds monétaire international alors qu'ils avaient dit plus jamais ils n'auront de rapport. Mais comme ils ont baissé la garde depuis que nous avons fait ce que nous avons fait là, ils ne l'ont pas continué. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils sont obligés d'aller chercher du secours d'urgence au niveau du fonds. Et ils m'ont sorti de ma retraite pour dépoussiérer mes cravates et tout, et venir faire des programmes avec eux pour développer 6 nouvelles villes industrielles au Ghana, dans des régions différentes.
Et je l'accepte pour ce gouvernement parce que le ministre de l'Industrie qui est actuellement là et le président d'alors, c'était le ministre des Affaires étrangères et l'autre, c'était même le ministre de l'Industrie avec qui j'avais fait ça. Donc, je connais leur engagement. Je sais qu'ils ne me font pas perdre mon temps parce que moi, j'ai plus besoin de travailler pour faire vivre mes petits-enfants. Donc, si un gouvernement est intéressé à croire que la conservation du pouvoir ou l'accès au pouvoir se fait par le développement économique qui satisfasse ses populations, Oui. je suis partant. Mais sinon, je ne rentre pas dans les rues, j'ai autre chose à faire. Mais on voit que beaucoup de pays, quand même, évoquent ou bien comparent leur marasme économique par rapport à la crise du Covid-19 ou bien la guerre russo-ukraine. C'est une excuse? Enfin, si c'est une excuse, c'est une très mauvaise excuse. Parce que si vous avez créé les bases d'une économie pour la rendre tellement vulnérable qu'au premier coup de vent, tout le monde est enrhumé, mais ça, c'est la responsabilité des gens qui ont fait ça. Et quand le Covid a commencé, les premières déclarations et suggestions, je les ai faites à la Suisse et au Sénégal. Les Suisses m'ont suivi. J'ai dit qu'aujourd'hui, le problème du Covid, c'est comprendre l'économie des chaînes de valeur. Et j'ai dit dans une interview dans le journal, le fameux journal suisse Le Temps, j'étais encore sous l'emprise de l'empoisonnement, je pouvais même à peine marcher, mes pieds gonflaient, mes machins gonflaient, mais j'en ai donné une interview au journal Le Temps. J'ai dit faites très attention. Le problème que nous avons maintenant, c'est que beaucoup de gouvernements ne comprennent pas l'économie politique des chaînes de valeur. Or, j'avais déjà dit que les virus seront nos plus grands problèmes. Parce que les virus vont voyager avec les chaînes de valeur et les chaînes d'approvisionnement. Et d'ailleurs, si vous remarquez, lorsque le virus est né, qu'on a dit en Chine, où est-ce que ça s'est trouvé tout de suite? Sur les routes qui étaient les plus intégrées à la Chine, c'est-à-dire la Lombardie, Milan, Turin, où l'économie industrielle est très intégrée à la Suisse. C'est venu à Milan, Turin, et ça a commencé à descendre, à suivre les chaînes de valeur. J'ai dit donc, fermer l'économie est une connerie, ne le faites pas. Par contre, vous pouvez comprendre les mouvements pendulaires et les mouvements de séquence sur les chaînes de valeur et dire le virus passe par là et vous allez mettre des soldats dans le genre détecter, dépister, isoler et guérir. Mais ouvrez l'économie. À l'époque, ils avaient déjà commencé à bloquer les travailleurs. Ils n'ont pas, parce qu'ils n'avaient pas bloqué les travailleurs italiens parce que vous savez, en Suisse, la France où vous allez chercher du travail, ils viennent chez nous chercher du travail tous les jours. Hein. Tous les jours, c'est les frontaliers. En Suisse. Ah oui, oui, tout le temps. Les Italiens aussi, donc les prénoms les plus communs en Suisse, c'est les Portugais qui sont les plus nombreux. C'est une économie ouverte. Donc dans une économie ouverte, vous ne la fermez pas. Alors la Suisse n'a jamais fait ces histoires de confinement économique. Résultat, nous avons des taux de croissance qui font pâlir la toute petite Suisse, le coffre-fort du monde. On a des taux de croissance qui font pâlir le monde entier et l'économie est vibrante. Et Aïssa Fall de l'Observateur m'avait interviewé là-dessus. Et j'avais fait les mêmes recommandations. D'autres gens sont venus. Mais les gens ont préféré toujours copier ce que les autres font. Mais à la fin de la journée, ils ont été obligés de se rendre compte qu'ils ne pouvaient plus continuer de fermer l'économie. Ils l'ont lâché. Qu'ils ont mal copié. Voilà. Donc le problème, c'est, mais tout ça, ce que vous posez, c'est une question d'autonomie. Il faut que nos dirigeants fassent confiance à leurs experts. C'est une manière eux-mêmes de se faire respecter. Moi qui suis un noir suisse, les Suisses sont heureux de me présenter comme un expert en disant, il est de chez nous. Et c'est cette fierté-là que je leur rends. Parce que nous sommes, nous, dans un environnement où on déteste l'expertise. Vous me dites de commenter. Vous pensez que vraiment, je vais commenter ce que j'ai vu à l'Assemblée nationale, où des personnes sont en train, toute honte bue, de s'injurier, de s'interrompre, de s'invectiver. Je suis désolé, je suis plus propre que ça. Pas le même d'agression d'une femme. Non, c'est-à-dire que tout ça là, c'est le produit d'une histoire. Le système, notre société est enceinte d'un bébé qui va naître. Elle est obligée d'en accoucher. Parce que tout ce qui a été fait jusqu'à ce qu'il y ait des agressions verbales, des agressions physiques, mais l'agression, elle est permanente dans cette société. Moi, je me suis marié avec une Congolaise. À l'époque, c'était le Zaïre du Sud.
du Zaïre. La première fois que je l'ai rencontré, quand je l'ai rencontré en Belgique, quand j'ai dit un gros mot dans le genre merde, elle ne m'a pas parlé pendant une semaine. Parce que dans leur langue, il n'y a pas d'injure. Mais nous, on injurie comme des charretiers. De toutes sortes de manières. Quand vous regardez les gens, ils ont plus d'éducation. Mais quand vous voyez leurs grands-parents assis à la télévision, mentir en direct, savoir qu'ils mentent et que ceux qui les écoutent savent qu'ils mentent et que ça ne les gêne pas, là vous êtes dans la merde. Parce que vous avez un niveau d'incongruité générale qui s'est étalé de telle manière que les gens ne font même plus la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est ça le gros problème que nous avons. Donc ce n'est pas seulement le problème de monsieur que vous voyez et tout, parce que ce sont ces mêmes gens qui éduquent les gens. Donc c'est notre société qui est malade. Très malade. Et je l'avais déjà dit. Si vous allez chercher les archives, si Daouda Ndiaye m'écoute, en 1998, à la veille du discours de politique économique de Mamadou Lamine Loum, le président m'avait invité. Je suis venu à Abdou Diouf, on a discuté et je lui ai dit que je vais passer sur la télé. Il me dit, boy, ne te gêne pas, vas-y. Je suis allé, je suis rentré dans le cadre. À l'époque, il y avait une grève même de la Sénélec avec les Madame Bassok et tout ça. Et lui, il m'a même posé la même question en d'autres termes. Il dit, est-ce que vous pensez qu'il nous faut un réarmement moral? Je dis, mais un réarmement moral désincarné et sans objet. Il faut que ce soit incarné par des fonctions de transformation qui nous donnent une vision de ce que nous voulons devenir. Parce que la culture, c'est les yeux avec lesquels on voit le monde. Or, aujourd'hui, les repères sont perdus. Moi, je ne reconnais plus le Sénégal. J'y viens, je continue. Je me suis même dit que je ne donne plus de conseils, ni à des gouvernements, ni rien, mais je vais écrire pour la postérité, pour la jeunesse, pour des gens comme vous. Parce que je ne peux pas abandonner mes racines, mais aujourd'hui, m'entraîner dans des histoires où je sais que mon vis-à-vis ne croit en rien, pour moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que scientifique, c'est une erreur. Parce que Dieu m'a donné la capacité de jugement. Je ferme jamais ma porte, je peux parler avec tout le monde, mais je parle de ce qui me permet de faire avancer la cause de mon peuple. Je ne cherche, je ne suis jamais intéressé. D'ailleurs, si je devais faire la politique, ce serait au Sénégal, ce serait pas, c'est en Suisse, hein? Jamais. Ah oui, pourquoi pas changer la donne, changer le système? Vous allez matérialiser toutes vos Pourquoi pas idées? changer le système? Le système est pourri. Si vous pensez que vous rentrez dans un système qui est truqué, depuis le départ, parce que la Constitution et les textes que nous avons ne sont pas pour nous. Quand j'ai entendu la dernière mouture de la Constitution où on dit, la toute dernière, on va changer de paradigme. Comme on a changé de paradigme, notre nouveau paradigme, c'est le développement économique. Mais tout le monde aurait dû manifester dans ce pays avec pas des casseroles, parce que je veux être pas donc, mais tout le monde aurait dû klaxonner ou quoi. Ça veut dire que depuis notre indépendance, le modèle de pensée de nos gouvernements n'est pas le développement économique, parce que c'est eux qui ont écrit. Oui. Le nouveau paradigme, c'est le développement économique. Et en parlant justement de constitution, il y a un débat qui est agité, c'est le troisième mandat. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Les textes sont clairs pour tout le monde. Oui. Tout le monde a donné son avis là-dessus. Ce n'est pas mon business. Vous êtes investisseur. Je n'investirai pas dans un climat de sédition. Et justement, le troisième mandat est source de tension. Posez la question aux commentateurs politiques. Parce que pour moi, si on vous êtes sénégalais, vous dites que ça ne vous regarde pas, c'est extrêmement grave. Hein? Ce qui ne me regarde pas, c'est d'épiloguer sur des évidences. Quand vous avez des constitutions qui sont écrites pour être interprétées, ça veut dire que vous n'êtes pas dans un pays. Donc demain, si le pays brûle, vous, ça ne vous regarde pas? Je ne peux pas être le pompier, c'est pas que ça ne me regarde pas. Oui, mais quand même, vous êtes sénégalais. Vous ne me ferez pas gaspiller ma crédibilité de scientifique en rentrant dans des débats de chiottes. Parce que ça, c'est des bruits de chiottes. Lorsque une construction est écrite... L'avenir du pays, c'est des bruits de chiottes. Alors, mais ça, c'est vous qui le dites. Oui. C'est pas moi. Oui, mais je pose une question. C'est des bruits de chiottes. Oui. Parce qu'une constitution écrite par des gens intelligents a l'esprit et la lettre et ne devrait pas être un sujet de discussion ou d'interprétation. Parce que sous Wade, il y avait ce même problème. Encore, on parle de troisième mandat, certains disent deuxième quinquennat. C'est des histoires de truands. C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que lorsqu'une constitution est écrite dans un esprit,
Même s'il y a des accents circonflexes, des virgules qui sont à leur place, c'est l'esprit qui compte. Si aujourd'hui vous faites un contrat avec moi, on fait un contrat, on regarde l'esprit du contrat. Et ce contrat donne vos droits et obligations, donne mes droits et obligations. Et vous écrivez le contrat de telle manière à pouvoir me truander. En droit, ça s'appelle de l'abus de confiance. Et le juge va juger cela en tranchant sur l'abus de confiance. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui importe dans n'importe quelle règle de droit, c'est l'esprit dans lequel ça a été écrit. Et la lettre, avec des erreurs humaines ou quoi que ce soit, ne peut pas être un prétexte à changer l'esprit. Oui. Sinon, ça veut dire que c'est un... Comment on appelle ça? C'est un arrangement qui a été fait. Donc, je ne rentre pas dans ce débat. Parce que tout le monde sait, chacun sait dans son fort intérieur, ce qui est juste, ce qui est honnête dans cette affaire-là. Alors, je ne vais surtout pas me ranger dans une catégorie ou une autre parce que tout le monde connaît l'esprit Très bien. de cette constitution Oui. et chacun ne prend sa responsabilité par rapport à ça. Mais l'avenir du pays m'importe. Oui. Sinon, je serais sur mon bateau en train de me promener entre les deux lacs de Bienne et Genève. Très bien. C'est clair Abemba Thiam, et limpide. merci pour votre disponibilité et la générosité. Merci. La prochaine fois que vous m'invitez, dites-moi que vous êtes prêt à me balancer des coups de banane là sur le marché. C'est un petit bandit celui-là. Je pense que vous allez être de grands amis, il me semble. Non, mais Merci. c'est bien. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonsoir.